Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la sécurité, cybersécurité et plus précisément avec le CMS Drupal. Donc on va juste commencer par se présenter rapidement, puis présenter Adimeo, l'entreprise dont on fait partie, et ensuite on pourra attaquer le sujet. Je vous présente Tommy qui est en ma compagnie, Tommy Tolas qui est team leader Drupal chez Adimeo, et donc moi-même je suis Adam Carton-Deviard, directeur du pôle CMS et Front. Bonjour à tous. Donc Adimeo, nous sommes une entreprise qui est dans la transformation digitale. Nous vous accompagnons pour faire du digital le levier de votre croissance. Euh, Nous utilisons pour ça de nouveaux outils, des nouvelles organisations, des nouvelles techniques, des nouveaux dialogues pour vos utilisateurs et consommateurs. Notre objectif, c'est toujours de créer des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Pour tout ça, on a différents types d'expertise chez Adimeo. Ça va de conseils et stratégies avec la réalisation d'audits, d'études utilisateurs, de réflexion stratégique digitale, d'aide à la formalisation du besoin, mais aussi un studio UX, UI, design, innovation, avec de la recherche aussi utilisateur, du prototypage, des designs de maquettes, de prototypes, la réalisation de design system aussi. On a tout un volet aussi marketing digital, avec notamment de l'intégration CRM, du référencement, l'inbound marketing, etc. Et puis un volet évidemment production technique, dont nous sommes les représentants avec Tommy aujourd'hui, la réalisation de sites internet, e-commerce, applications mobiles, tout ce qui est intranet, etc. Voilà, ainsi que la maintenance de tout ça. Donc aujourd'hui, au programme, on va commencer par refaire une petite introduction à la sécurité web, bien comprendre les enjeux, les types d'attaques, les acteurs, ou enfin en tout cas les référentiels sur le sujet qui existent. Ensuite, je passerai la main à Tommy qui parlera de la sécurité côté serveur. C'est un rappel aussi, on ne va pas rentrer à fond dans les détails. Ensuite, je vous reparlerai de l'importance d'avoir une politique de sécurité. Donc ça, voilà, ces 3 premiers points, c'est vraiment une introduction, des rappels. Et ensuite, les chapitres suivants, 4, 5 et 6, on va vraiment rentrer dans les détails avec Drupal. Donc notamment le sujet des mises à jour, que ce soit les mises à jour majeures ou les mises à jour de sécurité qui sont plus fréquentes. Je vous parlerai ensuite des bonnes pratiques concernant le code, le paramétrage de Drupal, mais aussi les processus et les outils. Et puis, Tommy vous parlera des modules essentiels pour gérer l'anti-spam, ce genre de sujet. C'est parti. Donc, du coup, l'introduction à la sécurité web. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de sécurité, de cybersécurité, c'est que il y a différents types de menaces en réalité. Il y a bien sûr la malveillance à laquelle on pense tout de suite, hein, les fameux hackers euh, qui vont essayer de faire de l'argent ou de vous empêcher que votre site tourne ou ce genre de choses, qui vont organiser des attaques, enfin on verra après, mais des attaques type DDoS ou essayer de rentrer sur votre serveur ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier volet. Mais il y a aussi des menaces qui sont tout simplement liées aux erreurs humaines qui peuvent arriver dans une organisation. Euh, et aussi des aléas dont on n'a pas la maîtrise. Si par exemple, une infrastructure vitale d'Internet ou liée à un de vos composants auquel votre site est dépendant tombe, c'est ni de la malveillance, ni une erreur chez vous, c'est un aléa qui peut arriver. Est-ce qu'il faut adopter différents niveaux de prévention pour ces différents éléments? Non, il faut essayer de se prémunir pour tous ces sujets.
Donc quels sont les risques en cas de cyberattaque, les risques principaux? Les conséquences de ne pas adresser ce sujet de sécurité. Le premier risque, évidemment, c'est une perte d'exploitation. Si, vous avez un site qui, génère du chiffre d'affaires, s'il ne tourne pas pendant quelques heures, voire quelques jours, forcément, il y a une perte d'exploitation. Si c'est un site serviciel, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'il y aura pas de chiffre d'affaires, lié, mais en tout cas, perte d'exploitation, c'est le premier point, c'est le plus évident. Après, il y a aussi potentiellement une perte d'image. Si une cyberattaque, par exemple, débouche sur une fuite de données ou des choses comme ça, euh, qui est rendue publique, forcément, votre organisation, que ce soit une entreprise, une administration, aura forcément une perte d'image auprès du grand public ou de vos partenaires professionnels. Et puis le dernier point, c'est, je viens de parler de fuite de données, ça peut engendrer aussi au niveau légal des conséquences, pénalisation, tout ce qui est lié au RGPD. Donc voilà, donc c'est des risques qui sont forts et qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc en termes de quels sont les risques pour un projet web, on a distingué en rouge tout ce qui concerne votre organisation, entre guillemets, et en tout cas celle de vos clients, et de l'autre côté, les risques qui sont plutôt externes, donc en bleu, violet. Le premier point, c'est évidemment les risques techniques. Tout ce qui est composant applicatif, tout ce qui est composant infra, donc lié au serveur, à l'hébergement. Et puis, niveau organisationnel, évidemment, il y a les erreurs humaines qui peuvent subvenir, qui peuvent entraîner des problèmes de confidentialité et même de niveau de service si ça vient impacter aussi l'aspect plus technique. Et puis, côté externe, on a la même chose. Si c'est pas vous qui gérez l'infrastructure, l'hébergement, donc ces risques-là sont transférés sur le côté externe. Et puis, les composants de votre application web, de votre projet, peuvent également être avoir des problèmes et donc impacter aussi votre niveau de service. Et il peut y avoir aussi des risques organisationnels externes, par exemple chez vos prestataires ou ou en tout cas chez des sous-traitants, que ce soit des sous-traitants qui réalisent des opérations de maintenance pour vous ou qui sont éditeurs d'une solution qui serait utilisée par votre projet. Je fais une petite aparté parce que j'ai oublié d'en parler, mais n'hésitez pas à poser des questions durant le webinar. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure, mais dans tous les cas, si on n'y répond pas au fur et à mesure, on prendra le temps à la fin pour repasser dessus. Voilà. Donc j'avance. Quelques exemples de menaces et de comment les repousser. Donc on peut avoir, il existe bien d'autres types de menaces qui peuvent peser sur un projet web, bien sûr, mais c'est peut-être les plus courants, les plus évidents aussi. Donc par exemple, on a des attaques de type man in the middle, qui consistent à, comme son nom l'indique, se placer entre deux requêtes pour essayer d'intercepter des données et de les décrypter, de récupérer des données. Enfin, voilà. Donc ça, pour s'en prémunir, c'est assez simple, hein, c'est le fameux certificat SSL, donc les sites en HTTPS, qui vont crypter ces requêtes et empêcher qu'elles puissent être décryptées et utilisées. Après, on a des attaques de ce qu'on appelle brute force. Donc c'est essayer de découvrir des mots de passe quand on connaît un nom d'utilisateur valide, d'essayer des milliers de combinaisons pour trouver un mot de passe. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? Bon, mais il y a plusieurs façons. Il y a d'avoir des mots de passe qui soient suffisamment forts pour éviter
qui puissent être découverts facilement. Il y a la mise en place de process type double authentification. Et puis, il y a aussi la possibilité, quand on détecte qu'il y a énormément de tentatives de connexion, de verrouiller un compte cible ou lié à des IP. Mais bon, après, parfois, les attaquants sont malins et vont pas utiliser qu'une seule IP. Donc, voilà. Après, on a des attaques type injection SQL. Donc là, c'est vraiment le fait d'essayer de faire rentrer des choses, des scripts SQL dans la base de données en rentrant des commandes dans des formulaires ou des choses comme ça. Là, tout simplement, c'est ce qui est présent dans maintenant la plupart des langages, des frameworks et des CMS, c'est l'utilisation d'ORM, c'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer directement avec la base de données, mais ça va passer par des outils dans le code pour faire les requêtes et qui vont forcément détecter des choses qui seraient pas normales. Et puis après, on a tout ce qui est XSS, donc le X-Site Scripting, donc qui va essayer d'évaluer du code de manière non sécurisée depuis le front directement. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, hein, mais c'est vraiment pour vous remettre dans le sujet. Ce qui est important aussi au niveau de la cybersécurité, c'est d'être conscient qu'il y a des référentiels, qu'il y a des organismes qui sont en veille sur ces sujets. Un organisme, un référentiel même plutôt très important et très connu, c'est l'OWASP, qui publie toutes les. Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la fréquence, mais c'est je crois que la dernière version, elle date de 2020 ou 2021, et qui va recenser toutes les attaques, enfin, une grande partie des attaques, et qui va en tirer une sorte de top 10, quelles sont les attaques les plus effectuées sur les dernières années, et donc donner à tout le monde, à tous les acteurs de notre secteur, des billes pour savoir contre quoi il faut se protéger. Donc j'en ai mis quelques-unes en avant, tous les types d'injections, tout ce qui est lié à l'authentification, la récupération de données, les failles liées à des mises à jour de sécurité qui ne sont pas faites, les failles qui peuvent être liées à la journalisation. Et enfin voilà, et il y en a bien d'autres hein, sur la cryptographie, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail du top 10. Dans le chat, vous pourrez retrouver, Emmanuel a mis le lien vers le site de l'OWASP. N'hésitez pas à ouvrir le chat, hein, on va vous donner au fur et à mesure des liens pour tout ce dont on va parler. Donc voilà, pour l'OWASP, c'est très important à connaître. Ça doit rentrer dans vos process clairement de vérification de sécurité. On a des outils qui permettent aussi de les vérifier, j'en parlerai plus tard. Un autre référentiel qui est important à connaître, c'est ce qu'on appelle CVE, donc en anglais Common Vulnerabilities and Exposures, qui est un catalogue international donc des vulnérabilités en matière de cybersécurité. À la base, c'est une agence américaine qui a mis ça en place et c'est devenu une référence mondiale. Et tous les acteurs, enfin une grande partie des acteurs, vont partager leurs failles. Et voilà, ce qui permet en fait, quand il y a une faille de sécurité qui est découverte et qui est publique, d'avoir un identifiant qui va être de type CVE-l'année-un identifiant, qui va permettre à tous les acteurs de notre industrie d'être sûrs de parler de la même faille quand ils vont parler de sujets de sécurité. En général, ce catalogue, il est assez sommaire. Il va juste décrire la faille, donner son identifiant, donner un niveau d'importance, de gravité, de criticité, et ça va s'arrêter là. Et puis après, on va avoir d'autres organismes, d'autres sites qui vont rentrer dans les détails, qui vont donner des façons de
se protéger contre cette faille de sécurité, etc. Donc j'en ai mis quelques-uns que Emmanuel vous a partagé dans le chat. Évidemment, il y a le site du CVE, le site officiel. Et puis aussi, il y a un site qui est intéressant, que c'est CVE Details, qui va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis, on a la chance aussi en France d'avoir l'ANSSI, donc, qui est l'agence, je crois, qui est rattachée à la gendarmerie, qui travaille sur tous les sujets de cybersécurité et qui va faire une veille aussi à destination évidemment des administrations, mais pour toutes les entreprises françaises aussi, et qui va pouvoir qui va nous donner des informations sur les failles importantes, et qui va faire ce travail de veille qui est important et qui va le qualifier, ce travail de veille, qui va donner des billes aux acteurs pour résoudre les failles, etc. Un autre référentiel de sécurité qui est encore lié à l'ANSSI, qui est le RGS, donc le référentiel général de sécurité. Donc il est co-construit par l'ANSSI et je ne sais plus quel organisme public, et il a pour but de limiter les possibilités de fraude liées à l'usage des services numériques de l'administration. Donc évidemment, c'est vraiment très orienté sur l'administration française, mais en réalité, c'est un référentiel de bonnes pratiques de sécurité. Donc, ça peut s'appliquer pour toute entreprise, tout organisme, public, privé, qui fournit des services numériques. C'est intéressant. Ça donne des bonnes pratiques très concrètes et c'est toujours intéressant à connaître et à intégrer dans ces bonnes pratiques. Voilà, je vais donner la main maintenant à Tommy sur la partie sécurité côté serveur avec un rappel des règles essentielles. Très bien. Donc, la sécurité côté serveur, normalement, l'un des piliers les plus importants en termes de sécurité pour des sites web ou applications. Donc, la première chose, en tout cas, la recommandation qu'on vous donne, c'est d'avoir un hébergeur certifié. Ça vous permet de vous assurer d'avoir un hébergeur qui respecte tout un tas de bonnes pratiques et qu'elles sont bien validées. La première, c'est la certification ISO 27001. Cette certification, elle analyse tous les risques liés aux composants du système d'information, donc la sécurité du serveur, l'exploitation, la gestion des actifs informationnels et des ressources humaines, ainsi que les normes physiques du bâtiment. Je peux donner par exemple l'incident qu'il y avait eu avec OVH, tout le monde en a beaucoup entendu parler avec l'incendie. Cette norme-là, elle est censée en fait couvrir tout un tas de cas qui éviteraient ce genre d'incident. Ensuite, il y a aussi l'autre certification, c'est SecNum Cloud. C'est le référentiel de sécurité c'est un référentiel de sécurité qui est extrêmement exigeant. C'est une certification de l'ANSSI et ça apporte beaucoup de garanties, aussi bien techniques et organisationnelles de l'état de l'art et des bonnes pratiques. Emmanuel va aussi vous transmettre ce lien parce qu'il est disponible en ligne. Oui, et je précise, un SecNum Cloud s'applique que aux hébergements type cloud, comme son nom l'indique. Alors au niveau de la sécurité serveur, l'un des piliers les plus importants, c'est d'avoir une prestation d'infogérance pour superviser et maintenir votre serveur. Heu, L'un des premiers points, c'est les mises à jour du serveur. Donc l'infogérant, donc il va être responsable vraiment de l'entièreté de votre serveur. Il doit s'engager à maintenir la plateforme technique dans toutes les conditions de sécurité selon l'état de l'art. Donc la première chose, c'est les mises à jour régulières du système d'exploitation. Donc par exemple, si c'est un serveur Linux sous Debian, eh ben, on va mettre à jour le système Debian. Et pour ça, il faut définir aussi un calendrier. Donc par exemple, toutes les semaines ou autre. Est-ce qu'il faut mettre à jour dans l'immédiat s'il y a une alerte? Voilà. Et il y a tout un tas d'informations, d'organisations à gérer. Ensuite, il y a des mises à jour régulières des applicatifs utilisés. Donc, ça pourrait être, par exemple, le serveur Apache, Nginx, MySQL, qui sont directement liés derrière au site Drupal, qu'on doit également mettre à jour. Donc, il faut être très réactif sur les éléments logiciels. Donc, par exemple, Drupal,
Parfois, on a des mises à jour de sécurité qui peuvent être mineures, qui ne nécessitent pas d'intervenir dans les médias, mais parfois on a des mises à jour critiques. Et c'est le rôle de votre infogérant d'alerter en tout cas qu'il y a une faille de sécurité et qu'il faut intervenir rapidement pour la corriger. Ensuite, il y a la supervision. Heu, donc tous les changements réalisés sur les points névralgiques de la plateforme doivent être remontés pour information à l'infogérant. Donc en cas d'événement suspect, il faut qu'il y ait une vérification manuelle. Donc là, l'exemple qu'on a donné dans la slide, c'est changement sur un fichier, password, création d'un utilisateur et cetera. Mais il peut y avoir tout un tas d'éléments. Donc par exemple, un développeur qui se connecte en pleine nuit à 4 heures du matin, c'est un comportement suspect, anormal. Et il y a tout un tas de process qu'on peut intégrer dans l'infogérance pour, minimiser les risques, heu et s'assurer une disponibilité, de vos applications et sites web. On peut passer à la slide suivante, Adam. Ah, je t'entends plus, Adam. J'ai bien passé la slide, tu la vois pas? Ah oui, c'est bon. Ah, je la voyais pas. Petit souci technique. Ensuite, les bonnes pratiques, concernant, l'hébergement de vos sites web. Heu, la première chose, c'est la gestion des accès serveurs. Donc il faut, donc par exemple, quand on autorise en fait l'accès à un serveur à un développeur, hem, il faut n'autoriser que ce qui est nécessaire. Hem Donc, tous les services accessibles, en fait, ils doivent utiliser des protocoles sécurisés et les accès serveurs doivent également faire l'objet d'une double authentification. C'est valable, par exemple, sur Google quand vous connectez à votre compte Gmail, mais c'est aussi valable sur les accès serveurs. Ensuite, il y a le plan de la gestion des backups et le plan de reprise d'activité. Alors le plan de reprise d'activité, hem, ça va être, pour pallier un incidence majeure, c'est vraiment essentiel. Heu, donc si par exemple votre site web se retrouve avec une page d'erreur 404, ce qui veut dire qu'en gros il ne trouve rien, bah, il faut, mettre un plan, pour pouvoir remettre en ligne le site le plus rapidement possible. Ensuite, au niveau des backups, il est nécessaire de mettre en place un plan de sauvegarde, de le tester et de le stocker dans différents, serveurs. Donc si par exemple, vous stockez tous vos backups sur un seul serveur et que ce serveur tombe en panne, bah, vous perdez la totalité de vos données. Par contre, si vous assurez de dupliquer de manière régulière ces données sur différents serveurs, vous êtes plus sécurisé et c'est important de les tester et de les vérifier. Parce que mettre en place des backups sans s'assurer qu'ils sont fonctionnels et qu'ils peuvent rétablir, votre site web, c'est problématique. Parce que vous pouvez avoir une faille de sécurité qui impacte vos backups et vous pouvez vous rendre compte le jour J où vous aurez un problème que vous ne pouvez pas réutiliser vos backups. Ensuite, l'autre point, c'est le cloisonnement réseau et chiffrement. Donc, il faut que la solution choisie elle garantisse une étanchéité totale, que les données et les ressources ne sont jamais mélangées avec les autres clients. Donc, tous les échanges entre les environnements doivent être, depuis l'internet, doivent être filtrés par un firewall. C'est extrêmement important. La mise en place d'une protection DDoS est également nécessaire. Alors, pour la petite info, une protection DDoS, ça permet d'éviter, par exemple, un hacker qui va opérer une attaque brute force, vraiment, qui va requêter, c'est-à-dire qui va solliciter un serveur, par exemple, avec 10 000 requêtes d'un coup, de manière instantanée, avec plein de serveurs qui peuvent bah, impacter en fait la disponibilité de votre site web. Parce que c'est vraiment un comportement anormal. Et cette protection DDoS protège contre ça. Ensuite, il y a le chiffrement HTTPS qui est vraiment incontournable et indispensable. Et d'autre part, il y a aussi l'utilisation d'un antivirus. Donc, par exemple, sur un site Drupal, c'est un cas bien courant, on autorise des médias, on autorise d'importer des documents et même des images. Et, et sur ça, même sur des images, on peut avoir des virus et ClamAV fonctionne bien avec Drupal. C'est un module qu'on installe côté serveur et côté Drupal qui permet
de vérifier l'import de chaque fichier dans votre site web et de les valider avant de les rendre à disposition dans Drupal. Merci Tommy. Du coup, je vais finir cette partie qui est une grosse introduction sur l'importance d'adopter une politique de sécurité. Donc, la sécurité, c'est avant tout un processus, une gouvernance. Ça comporte énormément d'éléments. Il faut se former, il faut former en interne, il faut sensibiliser. Il faut aussi nommer ce qu'on appelle un RSSI, un référent pour la sécurité interne, quelqu'un qui va piloter, qui va porter le sujet. C'est évidemment des changements au niveau organisation humaine pour pouvoir gérer les sujets de sécurité. Il faut mettre en place des plans de réaction, etc. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a sur la slide, mais c'est vraiment important de comprendre qu'une politique de sécurité, c'est un sujet extrêmement transverse, qui est transverse, mais qui est aussi, comment dire, qui doit être en amélioration continue. Donc, les grands principes, c'est bien sûr d'adopter cette politique de sécurité, d'en faire un sujet transverse dans l'organisation, de systématiser aussi le fait de ce qu'on appelle le security ou privacy by default, c'est-à-dire de toute action qui est menée, tout projet doit intégrer cette notion de base, tout est sécurisé, pardon, et rien n'est accessible, et on va donner accès, on va ouvrir les choses selon la demande, le besoin réel. Et puis le dernier point, c'est tester et faire tester. C'est-à-dire faire des audits très réguliers, que ce soit des audits organisationnels ou techniques ou autres. C'est important de tester soi-même en interne, mais c'est également aussi important de faire tester éventuellement par un prestataire externe, puisque c'est toujours un peu compliqué d'être à la fois juge et partie. Nous voilà sur cette partie d'introduction. Maintenant, on va attaquer vraiment la partie Ouais. purement Drupal. Donc, je vais redonner la main à Tommy sur la partie des mises à jour. Merci Adam. Alors, première chose, c'est la roadmap et les cycles d'évolution de Drupal. Donc aujourd'hui, on a des mises à jour qui sont prévisibles. Drupal, depuis sa version 8, euh, et, euh, et sur un cycle de mise à jour en fait calqué sur celui de Symfony. Donc Symfony, pour la petite histoire, c'est un framework PHP, l'un des plus utilisés au monde, hein. D'ailleurs, qui est l'un des fondateurs est français. Donc aujourd'hui, on peut prédire en fait les mises à jour grâce à celui de Symfony. On a les versions correctives ou de sécurité qui sortent tous les mois et ça concerne le core et les modules contribués. Ensuite, on a les mises à jour de sécurité qui sont publiées les troisièmes mercredis de chaque mois. Par contre, en cas de faille majeure, la mise à jour peut sortir en dehors de cette fenêtre. Donc, s'il y a une faille majeure ou critique, à tout moment, vous pouvez avoir une mise à jour. Les versions mineures, 10.1, 10.2, etc., sortent environ tous les 6 mois et incorporent des nouvelles fonctionnalités. Elles continuent de bénéficier des correctifs de sécurité pendant un an à compter de leur sortie. Donc, ça peut permettre de ne pas mettre à jour trop vite certains sites web ou de gagner du temps pour réadapter certains développements spécifiques qui se basent sur certains modules du corps. C'est une option très intéressante dans certains cas. Ensuite, on a les versions majeures. Donc, par exemple, Drupal 9, Drupal 10, Drupal 11, etc., qui sortent environ tous les 2,5 ans, en même temps que les dernières mises à jour mineures précédentes et incluent les mêmes modifications sur les éléments stables. Les changements ne concernent que l'augmentation des exigences de PHP, par exemple 8 pour Drupal 10 et le système, la mise à jour des dépendances vers les nouvelles versions majeures, la suppression du code déprécié lors du précédent cycle de développement majeur. Donc à droite, vous retrouverez aussi un petit planning de la communauté Drupal qui vous donnera un peu plus de visibilité sur ce qui est à venir. On vous a aussi joint la documentation officielle sur le sujet qui est continuellement aussi mis à jour par
par la communauté Drupal. Ensuite, les statuts des différentes versions majeures. Donc actuellement, on a la version Drupal 7 historique qui est toujours couverte, qui date de 2011. Par contre, sa fin de vie arrive le 5 janvier 2025. Donc c'est un point important de noter parce que aujourd'hui, on utilise Drupal 8, Drupal 9, 10 et 11 qui sont bien différents parce qu'ils sont basés sur Symfony. Drupal 7 ne l'est pas. Ce qui veut dire que pour passer de Drupal 7 à Drupal 8 ou autre, on est obligé de faire une refonte vraiment totale de Drupal. Donc aujourd'hui, les versions Drupal 8 et 9 sont obsolètes parce qu'elles sont en fin de vie. Drupal 8 depuis 2021, Drupal 9 depuis 2023. Aujourd'hui, nous recommandons d'utiliser la version Drupal 10 qui a été lancée fin 2022. Pour le moment, sa fin de vie est calquée au deuxième trimestre 2026. La version mineure actuelle, elle est en 10.2.3. Et on a la version Drupal 11 qui est actuellement en cours de développement par la communauté Drupal. La date de lancement, pour le moment, elle est estimée à juin, août ou décembre 2024. Sa fin de vie aussi est estimée au deuxième trimestre 2028. Les versions mineures actuelles, pour le moment, on ne sait pas encore. C'est en cours de développement. En sachant que les mises à jour... excuse-moi, Adam. Je peux retourner en arrière. Les mises à jour de Drupal 10 et 11 sont facilitées aujourd'hui. Donc, par exemple, un site web de Drupal 10 à 11 pourra être mis à jour avec Composer, évidemment avec un travail à faire d'un point de vue développement spécifique pour remplacer le code déprécié du projet. C'est bon pour moi. Ensuite, comment être au courant de toutes ces mises à jour, de tout ce qu'il faut faire, etc. Donc, il faut rester informé. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Donc, dans un site Drupal, on a un module qui permet vraiment par le cœur de Drupal de paramétrer le site web pour envoyer des notifications par mail. Donc, par exemple, tous les jours ou chaque semaine, il y aura une vérification sur votre site web qui va lister toutes les mises à jour en attente et vous envoyer un mail. Par contre, ça ne fonctionnera que si votre serveur exécute une tâche cron. Donc, c'est une tâche, on va dire, régulière en fait sur votre serveur qui s'assure que la notification s'exécute par exemple, toutes les 6 heures, il vérifie qu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc, c'est important que cette tâche cron soit exécutée sur votre serveur. Ensuite, vous avez aussi la newsletter de la sécurité, de la team sécurité de Drupal, donc, qui est envoyée à chaque fois qu'il y a une mise à jour de sécurité et qui liste aussi les failles concernées. Vous avez aussi également le compte X, donc anciennement Twitter de la Drupal Security. Donc à chaque fois qu'il y a une faille, vous avez un message sur Twitter. Sachant qu'ils sont extrêmement réactifs sur la communauté Drupal sur Twitter et que en cas de problème, vraiment l'information la plus rapide, c'est d'aller voir cette notification sur Twitter. Ensuite, il y a 3 autres options. C'est via les flux RSS officiels. Donc il y en a 3 qui sont séparés. Il y a les Core Securities Update qui concernent vraiment le cœur de Drupal. Donc ça concerne vraiment le mise à jour de sécurité classique. Ensuite, on a un autre canal qui s'appelle Contributed Project Update. Donc ce sont les projets contribués. Donc par exemple, ça va être un module contribué, je pense par exemple à CAPTCHA, Antibot ou autres qui sont pas maintenus par le cœur de Drupal, par la communauté qui gère le cœur de Drupal, mais par d'autres contributeurs qui sont aussi dans la communauté de Drupal, mais qui ne gèrent pas le cœur. Donc c'est 2 choses bien distinctes. Et derrière, on a aussi le Public Service Announcement qui gère les annonces de sécurité publiques. Et il y a aussi un lien qu'Emmanuel va vous partager sur un guide utilisateur sur la sécurité. Alors, comment gérer ces mises à jour? Donc, depuis la version de Drupal 8, on utilise Composer. Donc, c'est un gestionnaire de packages en PHP. Donc, on l'utilise pour installer et mettre à jour Drupal. Donc, c'est un outil essentiel pour maintenir un projet PHP.
ce que Drupal est fait en PHP, il simplifie la gestion de dépendances. Donc il permet en fait de gérer les bibliothèques et les packages externes dont votre projet a besoin pour fonctionner. Quand je dis package externe, ça peut être par exemple une librairie JavaScript pour gérer un slider. Donc ça, c'est une librairie externe. Il faut s'assurer qu'elle aussi soit mise à jour. Et Composer est capable de le faire. Donc ça inclut le cœur de Drupal et tous les modules thèmes ou distribués, contribués que vous utilisez. En, en utilisant Composer, vous pouvez facilement installer, mettre à jour et gérer ces dépendances. Ça permet de faciliter la gestion du code et assure une meilleure stabilité et sécurité de votre projet Drupal. On vous fournit également un lien qui vous permet de vous guider sur comment mettre à jour votre site Drupal avec Composer. Hop, merci Tommy. Du coup, je vais rentrer dans dans une petite liste de bonnes pratiques qui vont concerner différents aspects, le code et le paramétrage d'un Drupal, mais aussi des processus à avoir en interne et des outils à mettre en œuvre. Donc au niveau du code et du paramétrage, c'est là où je vais en avoir le plus. Euh, un des premiers points importants, c'est qu'il faut évidemment respecter les conventions de développement de Drupal, que ce soit sur des choses très spécifiques ou tout simplement la syntaxe, l'indentation, etc. Parce que si on ne respecte pas ces conventions, le code devient plus difficile à lire et donc à maintenir. Et donc un projet qui est difficile à maintenir, mécaniquement, il peut se retrouver avec des failles de sécurité qui sont traitées moins rapidement et donc laisser des failles ouvertes. Évidemment, quand on développe des composants avec du code spécifique dans un projet, il faut utiliser tous les outils que Drupal nous met à disposition. Donc, il y a les API internes, il y a les services qui sont mis à disposition, qui nous permettent de manipuler de la donnée, d'appeler la base de données, ce genre de choses. Et voilà, il faut vraiment faire très attention à les utiliser parce que, par exemple, pour tout ce qui est interaction avec le contenu qui est dans la base de données, ça va rajouter une couche d'abstraction qui va sécuriser les choses, qui va éviter des injections. Et quand on n'utilise pas, par exemple, l'entity API pour faire des entity queries et qu'on veut utiliser directement des requêtes SQL, il faut aussi utiliser la database API et les fameux placeholders pour tout ce qui est dynamique. Après, il y a aussi côté front, ne jamais utiliser, ou en tout cas, il faut vraiment avoir une très très bonne raison, le filtre raw de Twig, puisqu'il ne nettoie pas les valeurs qui vont être printées. Donc, ça peut être aussi une source importante de failles de sécurité. Il faut faire attention à valider et filtrer toutes les données qui proviennent d'utilisateurs. De toute façon, toujours pour cette question d'injection possible. Et puis, d'un point de vue gestion, ça se passe dans les settings.php, les fameux Trusted Host Patterns qui vont permettre de se prémunir contre les usurpations d'entêtes HTTP. Voilà, c'est un mécanisme qui est issu de Symfony. Et il faut toujours les activer sur les environnements accessibles du public. Ensuite, toujours côté code et paramétrage, il faut faire attention à ce que les modules de développement ne soient pas activés ailleurs que sur les instances de développement. Ils sont souvent, comment dire, ils contiennent énormément d'informations, que ce soit le module DBlog qui va permettre de consulter les logs applicatifs depuis le back-office, ou que ce soit des modules comme Devel, etc. Ils vont vous donner énormément d'informations sur l'infra, sur la façon dont sont faites les choses. Et si jamais on a quelqu'un de malveillant qui arrive à récupérer un accès contributeur au projet, on peut imaginer qu'il puisse récupérer de cette façon énormément d'informations. Donc c'est vraiment à proscrire. En plus, moins vous avez de modules activés en production, meilleures seront vos performances également.
Il faut faire attention aussi à ne pas écrire des formulaires directement en HTML. Il faut utiliser la forme API de Drupal qui va normaliser la validation et nettoyer les soumissions. Donc toujours pareil, cette question d'injection potentielle. On peut aussi s'appuyer sur des mécanismes d'authentification robustes comme SAML, OAuth, CAS, etc., pour sécuriser l'accès au site, notamment contribution, parce que ça va être des systèmes qui vont être spécialisés. En fait, si votre site n'a pas d'utilisateur, d'espace public, enfin en tout cas d'espace privé, on va dire, pour le grand public, c'est bien d'avoir ce type d'authentification puisque vous déléguez la sécurité d'authentification à des systèmes qui sont dédiés à ça et qui ne sont pas un CMS comme Drupal. Drupal gère très bien l'authentification, il n'y a pas de souci, mais c'est comment dire, une couche supplémentaire de sécurité. Il faut faire attention au contrôle qu'on donne, au rôle et aux droits qu'on donne aux utilisateurs. Toujours cette question de privacy by default. On ne donne que les accès nécessaires à tel rôle et tel utilisateur. Il faut faire attention aussi à la gestion des mots de passe, faire en sorte qu'il y ait une politique de mots de passe qui soit forte. Donc on en parlera après dans les modules. Je vais pas aller plus loin là tout de suite. Toujours sur le code et le paramétrage, deux derniers points très importants. La gestion des formats de texte. Il faut vraiment faire très attention aux balises HTML autorisées. Il faut qu'elles soient limitées. Sinon, on s'expose aussi à la possibilité d'injection de code malveillant. Et voilà, donc il faut vraiment limiter les utilisateurs qui ont la possibilité d'utiliser des formats de texte, on va dire, plus permissifs, s'il y en a vraiment besoin. Voilà, il faut vraiment faire attention. Le dernier point, c'est l'OEmbed et les iframes. Donc Drupal nous permet d'utiliser le format OEmbed qui permet d'intégrer de manière sécurisée des contenus externes, type vidéo YouTube, etc. Avec le module OEmbed Providers, on peut avoir un plus grand nombre de sources que celles qui sont par défaut dans les médias. Mais voilà. Mais après, il y a quand même le sujet des services non compatibles, puisque tous les services ne proposent pas un format OEmbed compatible, et donc pour lequel on n'a pas le choix que d'utiliser une iframe. Donc comment faire dans ce cas-là? Il faut trouver des moyens de vérifier les données avant affichage pour vraiment éviter qu'un attaquant qui ait pris le contrôle d'un compte contributeur puisse insérer des iframes dangereuses sur votre site. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, en mettant en place une entité type média ou paragraphe dans lequel on va avoir un champ SRC où on va mettre l'URL de l'iframe et éventuellement d'autres champs pour d'autres paramètres dont les contributeurs auraient besoin. Et puis ensuite, en fait, on va valider que le domaine qui a été renseigné dans ce champ SRC, c'est bien ce qui est attendu pour cette utilisation et que les paramètres ne sont pas suspects et ne contiennent pas non plus, par exemple, du code JavaScript ou des choses comme ça. Voilà, donc ça peut être une manière de gérer ce sujet. En tout cas, donner la possibilité aux contributeurs de coller n'importe quel iframe dans un champ, c'est vraiment très, très dangereux. Donc, toujours sur les bonnes pratiques, je vais parler un tout petit peu aussi de processus. Donc, il y a des choses assez simples à mettre en place pour éviter d'avoir, bon, c'est pas forcément lié à Drupal là pour le coup, mais faire relire le code par un lead développeur qui se porte vraiment garant de la sécurité du projet. Appliquer, j'en ai déjà parlé, le principe du moindre privilège. Les utilisateurs, mais ça vaut pour les utilisateurs dans le back-office, ça vaut aussi pour d'autres sujets connexes, les accès au repository, les accès au process de déploiement, ce genre de choses. Minimiser les personnes qui ont ces autorisations. C'est important aussi de monitorer le site Drupal. On peut le faire tout simplement déjà avec le tableau de bord qui est présent dans le back-office. Et puis, il y a des modules dont
parlera Tommy après, comme security review, qui va vérifier que des choses sont bien faites. Quand on fait des exports de bases de données qui sont issues de la base de données, de la production, pardon, il faut aussi faire attention à ne pas envoyer ces données n'importe où pour les utiliser en local ou sur des instances de développement. Donc, il y a des méthodes pour ça. Il y a notamment la commande Drush SQL Sanitize qui va permettre d'anonymiser toutes les informations utilisateurs. Voilà, mais ça ne concerne que les données utilisateurs. Donc, si votre site a du contenu sensible, stocké dans des entités de contenu, il faut avoir d'autres méthodes, donc comme Entity Sanitizer, Tommy en parlera aussi après. Et puis après, au niveau des modules, il faut aussi faire attention à n'utiliser que des modules qui proviennent de Drupal.org, qui viennent pas d'un repo GitHub bizarre ou d'un lien de téléchargement bizarre. Évidemment, il faut, comme l'a dit Tommy juste avant, suivre aussi les alertes de sécurité sur ces modules et ces projets. Parce qu'il y a les modules, mais il y a aussi les thèmes et les distribs qui sont concernés par les mises à jour de sécurité. Ensuite, en termes d'outils, c'est important aussi d'avoir des outils qui analysent le code et qui, par exemple, détectent les fameuses CVE dont j'ai parlé avant, et que les rapports soient accessibles à tous les acteurs du projet, développeurs, chefs de projet, pour avoir une vérification systématique par un lead développeur avant des déploiements sur des instances accessibles. Il faut évidemment aussi, ça paraît bête comme ça, mais il faut que le code et la configuration soient versionnés sur Git et sur un Git qui ne soit pas accessible à n'importe qui, évidemment. Donc là, je pense que même toutes les organisations maintenant font ça, mais c'est important de le rappeler, c'est pas pour rien. On peut revenir sur des versions stables en cas de besoin. On peut suivre les modifications qui ont été apportées au code, etc. On peut rétablir un projet qui a été corrompu. Bon, voilà. Et puis Composer aussi, un outil majeur. Je ne vais pas revenir dessus, Tommy en a déjà parlé. Oui. Et voilà, et je vais donner la main à Tommy pour parler des modules essentiels. J'en ai évoqué quelques-uns, mais il y en a d'autres. Merci Adam. Alors l'un des modules contribués essentiels, c'est Rename Admin Pass, ce qui permet de sécuriser l'accès à votre back-office en renommant en fait les URL par défaut. Donc, par exemple, pour se connecter sur Drupal, quand on l'installe sans rien faire, pour se connecter, il faut aller sur la page /user login. Donc, avec ce module, on peut modifier cette URL. Donc, par exemple, /account, espace de connexion, espace extranet, voilà. On peut modifier ces chemins et ça peut être efficace contre les robots qui, on a aujourd'hui par exemple 1000 robots qui scannent plein de sites web et qui essayent de brute force en fait via les URL par défaut qu'ils connaissent déjà. Et en fait, ça peut ralentir une attaque ciblée parce que le hacker devra deviner en fait cette URL là. Et ce qui est bien plus difficile que de juste reconnaître l'URL par défaut. D'ailleurs, on voit très souvent, tu sais, les URL du back-office de WordPress. Comme WordPress est un des Oui, systèmes les plus utilisés dans le monde, on a très souvent quand on regarde la liste des erreurs 404, des chemins WP admin, des choses comme ça. Voilà. Mais ça existe aussi pour Drupal. exactement. Oui, c'est vrai que je l'ai souvent vu également. Donc on vous fournit aussi la page du module dans le chat. Ensuite, on a un autre module qui s'appelle Security Review qu'Adam a mentionné tout à l'heure, donc qui permet de détecter un tas de points de sécurité, donc 14 points pour être précis, essentiels, qui vont aller vérifier tout un tas de choses en Drupal. Donc, par exemple, les droits des dossiers, des fichiers, l'utilisation des formats de texte, vérifier qu'ils ne sont pas trop permissifs. Donc, par exemple, les filtrages des balises HTML. Et ensuite,
Je donne encore un autre exemple, le Trusted Host Pattern qui est aussi extrêmement important, qu'a mentionné tout à l'heure Adam. Il faut vraiment l'utiliser par contre en production parce que il y a de nombreux points qui sont liés à l'infra, donc vraiment votre serveur. Donc ça peut varier d'un environnement à l'autre. Le tester uniquement sur son serveur de dev n'est pas suffisant. Ensuite, ce module, il n'est pas là pour faire ces corrections. Il est là pour vous indiquer qu'il y a des points à améliorer ou à corriger. Donc, c'est vraiment à vous ou à votre prestataire de faire les modifications côté Drupal ou serveur. Euh, donc, on vous fournit également le lien du module. Ensuite, on a un autre module qui s'appelle Password Policy, qui peut être très utile. Je pense par exemple sur un extranet ou des sites communautaires avec tout un tas d'espaces où les utilisateurs s'inscrivent. Ce module, en fait, il permet d'apporter des restrictions et des règles sur les mots de passe. Donc, on va rajouter réellement des contraintes à l'utilisateur. Donc, par exemple, imposer un temps de caractères, temps de majuscules, temps d'accent, temps de chiffres, tout ça pour avoir des mots de passe plus forts et garantir une meilleure sécurité pour vos utilisateurs. Il met aussi en œuvre on peut rajouter aussi une politique d'expiration de mots de passe. Donc, par exemple, réinitialiser tous les mots de passe, enfin expirer pour être plus précis, tous les mots de passe de tous les utilisateurs tous les ans. Donc, ça permet d'éviter euh, un utilisateur qui a utilisé le même mot de passe entre différents sites web, si il a été exposé sur Internet, ça évite à un hacker de simplement se connecter avec le mot de passe qu'il connaît déjà. Ça impose constamment de réinitialiser son mot de passe. On peut également, ah, excuse-moi, Adam. Hem, on peut obliger aussi des utilisateurs ou des rôles à changer leur mot de passe lors de leur prochaine connexion aussi. Tu peux y aller. Ensuite, on a un autre module qui s'appelle Username énumération prévention. Donc c'est pour empêcher l'identification de noms d'utilisateurs valides. Donc, en fait, l'énumération des noms d'utilisateurs, c'est une technique utilisée par des acteurs malveillants pour identifier les noms d'utilisateurs valides sur une application web. Ils peuvent être ensuite utilisés dans d'autres attaques. Ça s'appelle le credential stuffing. Donc concrètement, ce module, il va vous permettre de mieux sécuriser en fait le formulaire de mot de passe oublié de Drupal et d'afficher certains messages. Donc par exemple, tel utilisateur est bloqué ou n'a pas encore été activé. Tel utilisateur n'a pas été reconnu comme un nom d'utilisateur ou d'adresse email qui donne l'information que cet utilisateur n'existe pas dans le site. Alors que, en réalité, ce sont des informations confidentielles. Et à la place, ce module, il affiche un message identique sans le nom d'utilisateur. Il convertit également les réponses 403, Access Denied, etc. sur les profils d'utilisateurs en 404. Éviter aussi de reconnaître un utilisateur. Mmh. Et enfin, c'est pas évoqué ici, mais pourquoi est-ce que l'équipe de sécurité de Drupal ne change pas ce point-là? C'est parce qu'ils jugent que ce n'est pas une faiblesse, enfin, en tout cas de sécurité, dans le sens où il y a de nombreux sites Drupal où, comment dire? Où ça va être les auteurs des contenus vont être publics, leur nom d'utilisateur va être utilisé dans les commentaires, identifié en tant qu'auteur d'un contenu. Et du coup, le nom d'utilisateur dans ce cas-là n'est pas considéré comme une information privée et conseille du coup aux gens qui administrent des projets Drupal, soit d'utiliser d'autres systèmes pour sécuriser comme la double authentification, ce genre de choses, les accès. Mais en tout cas, ils considèrent que c'est pas un problème et ils conseillent même l'utilisation de ce module pour ceux qui le désirent quand ce sont des utilisateurs qui ne sont pas publics. Voilà. Merci pour la précision. Ensuite, on a un module anti-bot qui est extrêmement populaire dans la communauté. Il y a plus de 60 000 sites web qui l'utilisent. C'est un module très léger
qui est conçu en fait pour empêcher les soumissions de formulaires robotisés sans nécessiter l'interaction de l'utilisateur. Donc c'est vraiment quelque chose vraiment, que les utilisateurs ne voient pas et qui n'apporte pas de contraintes, en fait, pour saisir ces formulaires. Par contre, ça apporte des contraintes pour les robots. Donc concrètement, ça impose aux robots, d'activer, JavaScript. Donc s'ils n'ont pas de JavaScript d'activer, ils ne peuvent pas soumettre le formulaire et ça rajoute tout un tas de fonctions, pour les tromper, en fait, en JavaScript. Antibot, il génère par exemple des clés uniques pour chaque formulaire et ça les insère automatiquement en JavaScript et ça empêche en fait les soumissions de formulaires à distance. Donc c'est un module qui est très simple à configurer et à installer dans Webform ou le formulaire même du corps de Drupal en contact. On vous fournit également le lien du module. Euh, il y a aussi l'alternative Honeypot qui est très populaire. Nous l'avons déjà utilisé, mais de notre expérience, on l'a constaté quand même moins efficace. Et les retours de la communauté vont en général dans ce sens. Ensuite, quand on pense formulaire, on pense souvent à CAPTCHA. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rajouter pour sécuriser en plus. Donc, on peut utiliser Antibot et on peut rajouter un CAPTCHA, par exemple. Donc, un CAPTCHA, c'est vraiment un test de réponse à un défi. Le plus souvent, c'est placé dans les formulaires en bas de formulaires. Donc il y a différents types de CAPTCHA. On peut par exemple parler de Google reCAPTCHA qui parfois vous demande combien de camions vous voyez sur votre sur l'image, voilà, tous les trucs. Est-ce que calculer le nombre de chats, enfin cliquer sur les chats, etc. C'est toujours un peu contraignant, mais en tout cas ça existe. Il y a la version V2 qui fait ça, il y a la version V3 par contre de Google reCAPTCHA qui fait ça de manière vraiment différente. C'est-à-dire qu'on a un espèce de firewall en fait qui détecte les robots. Par contre, il y a quand même un gros warning et un gros problème sur Google reCAPTCHA, c'est que c'est pas forcément conforme RGPD. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande en Europe. Il existe également une autre solution qui s'appelle Cloudflare Turnstile qui agit sans l'interaction de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous allez vous connecter au site et au formulaire et automatiquement, il va y avoir une détection automatique qui va déterminer si vous êtes un utilisateur suspect ou non. Et si vous ne l'êtes pas, il va vous permettre d'accéder au bouton soumettre du formulaire. On vous fournit le lien du module CAPTCHA aussi. Ensuite, on a un autre module qui s'appelle Entity Sanitizer qui permet d'anonymiser les données qu'a précisé tout à l'heure Adam. Il y a la commande SQL Sanities qui va protéger l'utilisateur et Entity Sanitizer, il va modifier par exemple certains champs qui peuvent être ils peuvent être sensibles en fait que vous souhaitez vraiment garder en interne, par exemple chez vous, mais pas nécessairement dans vos backups. On peut les anonymiser, donc ce module permet de le faire. Donc par exemple, si vous avez un champ, je sais pas, connexion au service X, et ben dans lequel vous stockez des identifiants dans Drupal et vous ne souhaitez pas les avoir dans les backups, et ben ce module peut vous permettre d'enregistrer des fausses valeurs ou une valeur vide en fait sur ces champs-là. Il y a aussi un autre module Drupal qu'on a parlé tout à l'heure, donc Clamave. Donc c'est un antivirus open source qui peut s'installer vraiment très facilement, hein. C'est vraiment quelques commandes à faire sur votre serveur. Donc il y a un module Drupal qui s'interface avec, qui permet de vérifier les fichiers qui sont importés par l'utilisateur. Il détecte évidemment si ce sont des virus et il évite de les enregistrer sur le serveur. Merci Tommy. Du coup, pour tous ces sujets, Adimeo, on est en mesure de vous accompagner pour réaliser des audits de sécurité de vos projets web, pour vous donner du conseil en solutions organisationnelles et techniques,
et puis bien sûr pour la mise en œuvre technique, la maintenance de vos projets. On vous remercie pour votre attention durant ce webinaire. Pour information, avant de passer aux éventuelles questions que vous avez pu poser, je vais juste vous parler des prochains webinaires qui sont organisés par Adimeo. Il y a donc le webinaire du 14 mars qui parle de design system, qui va parler de qu'est-ce qu'un design system, dans quel cas il faudra en développer un, les avantages que ça peut amener, les outils qu'il faut utiliser, et puis je crois que c'est Mélanie et Cordélia, oui c'est ça, qui vous montreront aussi des exemples de design system. Ensuite, on a celui du 28 mars sur comment intégrer l'IA dans vos campagnes marketing, qui là va se concentrer sur l'impact et les risques de l'IA sur les stratégies marketing, des exemples concrets d'utilisation de cette IA dans des campagnes, et puis des conseils pour booster vos stratégies d'acquisition et de fidélisation. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est celui du 11 avril, qui est sur la Digital Workplace, qui va être animé par Marie-Claire et Leslie, et qui vont parler de comment la Digital Workplace touche toutes les composantes de votre organisation, les processus, les moyens de communication, et voilà, quels sont les leviers, les risques, les modalités d'approche sur ce sujet. Sachez aussi que vous avez un bouton qui vous permet de nous donner votre avis sur le contenu de ces webinaires, et ça nous fera toujours plaisir. Vous recevrez aussi le support de présentation. Le support de présentation vous sera envoyé par mail dans la journée, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Du coup, pour les petites questions que nous avons, donc on a une première question qui concerne ClamAV. Il faut installer le binaire sur le serveur. On est bien d'accord? Oui, c'est ça. Il faut installer l'applicatif sur le serveur. C'est relativement simple. Après, ça dépend forcément du système d'exploitation de votre serveur. Et voilà, je crois que le module Drupal, il conseille, il y a plusieurs moyens d'interagir avec ClamAV, et il y a une solution qui est vraiment recommandée parce que en termes de performance, je crois que c'est x100 ou x1000. Oui. Voilà, En fait, on peut l'installer via le binaire, voilà, clairement, et ça va fonctionner. Mais par contre, il y a le mode daemon. Donc, c'est vraiment en tâche de fond et qui, comme dit Adam, est énormément plus performant. Donc, c'est cette solution-là qu'on vous recommande. Donc, la deuxième question, j'imagine que ça concerne toujours ClamAV. Le module va solliciter l'API, c'est ça? Oui, exactement. Il va solliciter l'API, il va lui envoyer le fichier, et l'API va dire s'il y a un souci ou pas. Et donc, du coup, s'il y a un souci, le fichier ne sera pas uploadé concrètement. Voilà pour les questions. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt, j'espère, et merci encore pour votre attention. Merci pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.